Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire ici qui touche à la finance comportementale. Et c'est un commentaire très important dans le sens où je pense que la question posée ici, je pense qu'elle nous affecte tous. Je pense qu'on s'est déjà posé ce genre de questions-là une fois. Donc, la question est la suivante. Bonjour Thierry, merci pour cette vidéo, toujours au top comme d'hab. J'aimerais partager un problème avec toi et ta communauté. Cela ne fait qu'un an que j'investis et j'investis assez peu et avec prudence. Cependant, je me rends déjà compte que j'ai un problème. Je n'investis que dans des entreprises auxquelles je crois. Sur certaines, je fais plus 20%. Sur d'autres, je suis à moins 10%. Déjà, c'est bien d'investir uniquement dans les entreprises auxquelles tu crois, mais également des entreprises que tu comprends. Et c'est également bien de commencer à investir. Et c'est également bien d'être prudent, d'accord? Même si tu investis assez peu, au moins tu as commencé par investir de la meilleure des façons possibles. Enfin, j'espère, en étant prudent, en investissant dans ce que tu connais, d'accord, la croyance c'est bien, mais également ce que tu connais, je pense que dans le terme croire, je pense que tu as voulu dire des entreprises que tu connais, d'accord. Donc, si je comprends bien, sur certaines, tu fais 20%, et sur d'autres, tu as moins 10%, ok. Mon problème est le suivant. J'ai tendance à reprendre des actions sur les lignes qui ont baissé en me disant, j'y croyais avant, j'y croyais déjà avant, alors maintenant, c'est encore plus une affaire. Par exemple, c'est ma démarche sur Amazon, moins 8%, et Google, moins 6%. Alors que sur les lignes qui ont fait du plus, je me dis, super, mais du coup, maintenant, ce n'est plus le moment d'acheter. Air Liquide, plus 18% par exemple. Qu'en penses-tu? Je suis preneur des avis de la communauté aussi. Donc, je remercie déjà la personne qui a commenté tout en bas ici. Je pense que c'était Under the Ivy. Je prends un ancien de la chaîne, l'un des premiers. Je pense bien sur la chaîne. Depuis le mois, on est ensemble depuis très très longtemps. Donc, merci encore à toi. Donc, en fait, tu n'es pas le seul à te poser ce genre de questions. Tu n'es pas le seul à être affecté par cette situation-là. D'accord? C'est une situation qui affecte tous les investisseurs. On a tendance à double down sur nos pertes et à laisser courir et à ne plus, comment dire ça, à ne plus, euh, à ne pas rajouter du capital ici sur nos gains. D'accord? Sur les entreprises sur lesquelles on a envie de gagner de l'argent, on a une réticence à investir un peu plus. Et sur les entreprises sur lesquelles on perd, on est enclin à vouloir mettre plus que ça parce qu'on se dit que c'est une meilleure affaire aujourd'hui. C'est une bonne question. Une très bonne question d'ailleurs. Et je te remercie. Et laisse-moi te dire, comme je disais tantôt tout à l'heure, tu n'es pas le seul. Ça nous touche tous, sans exception. Donc, ça parle ici du comportement humain. D'accord? C'est de la finance comportementale. Donc, j'ai hésité ici à commencer du début ici à la fin, etc. Donc, je vais aller directement sur les 5 biais comportementaux. Selon cet article-ci, il n'y a pas que 5 biais comportementaux, hein, il y en a plus. OK? Donc, on y va. Il est possible de regrouper les biais en deux grandes catégories. Les erreurs cognitives basées sur un raisonnement erroné et les biais basés sur les sentiments et les émotions. Erreurs cognitives basées sur un raisonnement erroné et les biais basés sur les sentiments et les émotions. Et la différence est très importante. Bien que tous deux mènent à des décisions illogiques, les erreurs cognitives peuvent être plus facilement corrigées via le conseil et l'éducation. A l'inverse, les biais émotionnels sont plus difficiles à prévenir car ils émanent d'une pulsion spontanée plutôt que d'un exercice de réflexion. Être en mesure de faire la distinction entre les deux types de biais peuvent aider à déterminer la meilleure façon de s'y prémunir. Les chercheurs ont identifié de nombreux biais comportementaux. Voici les biais les plus répandus et leurs conséquences sur les investisseurs. Et les chercheurs en question sont Daniel Kahneman et Amos Tversky, ainsi que Robert Shiller, qui ont travaillé sur la finance comportementale. D'accord? N'oubliez pas. Et c'était une réponse ici à l'efficience des marchés.
Et je vous ai toujours dit que moi, je ne crois pas à l'efficience des marchés. D'accord? Ce sont des trucs tellement mathématiques ici parce que le postulat de départ ici, c'est que contrairement à cette dernière qui assume que les comportements des investisseurs sont rationnels, la finance comportementale s'est affairée à démontrer par la psychologie qu'il en est tout autrement. Donc, le consommateur n'est pas rationnel, l'investisseur n'est pas rationnel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rationalité sur les marchés parce que l'humain déjà n'est pas rationnel. Si vous avez fait économie, vous savez que la base de l'économie, à la base 101, économie 101, le consommateur est rationnel. Les opérateurs sont rationnels. D'accord? Donc l'homo economicus est rationnel. Si vous enlevez ce postulat-là, c'est fini. D'accord? Mais en économie, c'est très important parce que ça nous permet à peu près de prendre des. Si on prend si on se dit que l'homo economicus est rationnel, ça veut dire ici que voilà, il prend des décisions éclairées. D'accord? Éclairées. Donc, c'est dans le meilleur des mondes. Or, ça n'existe pas. OK? Donc, il y a des gens qui préfèrent ici s'endetter pour acheter des ceintures Louis Vuitton, d'accord? Alors qu'ils ont des dettes. Alors que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tu t'endettes pour aller acheter quelque chose qui ne te rapporte rien du tout. OK? Tout simplement parce que tu veux paraître. On va le dire comme ça. Parce que techniquement, quelqu'un qui n'a pas d'argent, ce n'est pas la priorité qu'il va aller faire. S'endetter pour acheter une babiole qui ne sert strictement à rien. Mais si tu t'endettes, par exemple, pour acheter une voiture parce que tu vas aller faire Uber, là, c'est un investissement. Techniquement. OK? Ça a peut-être plus de sens. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on continue. On va aller directement, et je vous encourage à aller lire les livres qui ont été écrits par Daniel Kahneman ici, dont je pense ici Système 1, Système 2, Thinking Fast and Slow, c'est le titre en anglais. Je pense également Robert Shiller, qu'est-ce qu'il a? Robert Shiller déjà, que je pense que vous connaissez avec le Shiller PI, etc. Et également, il a écrit un, comment on appelle encore ça? Je pense que c'était Irrational Exuberance, si je ne me trompe pas. Bref, je savais que ça, j'ai oublié. Bref, ils ont tous écrit des livres ici, ça pourrait être intéressant d'aller les lire. On continue. Le premier biais comportement, le premier biais ici, c'est l'aversion au risque et au regret. Principalement étudié par le psychologue et économiste Daniel Kahneman, ce qui lui a valu le prix Nobel d'économie en 2002, ce biais émotionnel occasionne des réactions plus fortes de l'être humain face aux pertes que face aux gains. Ça te rappelle quelque chose? Tu as des réactions plus fortes aux pertes par rapport aux gains. Quand tu es en perte, ça pèse plus. Et quand je dis plus ici, dans le sens, ça c'est sur ton exemple, hein, faites attention, sur ton exemple, parce que ça peut également aller autrement. Donc, sur ton exemple ici, c'est que quand tu as acheté une entreprise aujourd'hui, parce que tu y crois, ou bien parce que tu comprends la compagnie ici, tu te dis que si je l'ai acheté aujourd'hui à 100 dollars et qu'on me vend la même entreprise demain matin à 80, je vais en acheter plus parce que je continue à croire à la compagnie. OK? Pourtant, si la même entité ici aujourd'hui, je l'achète à 100 dollars et que demain matin on me vend à 110 dollars, je n'achèterai pas plus. OK? Donc, on est plus ici touché par les pertes par rapport aux gains. Ainsi, les individus sont beaucoup plus sensibles aux perspectives de perte. De sorte que si on illustre ce comportement à travers une courbe d'utilité, voici ce qu'on va obtenir. Pour faire simple, les pertes de ce côté, les gains de ce côté. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je suis en perte, d'accord, ici, ça c'est l'unité d'importance pour les investisseurs. Les pertes ici sont plus importantes pour moi plutôt que les gains. D'accord? Un gain en termes d'utilité, voilà, je vais le voir comme ça. Mais une perte, je vais la ressentir. D'accord? Même si elle est minime, je vais la ressentir plutôt qu'un gain. Je peux gagner 1000 dollars et perdre 200 dollars. En réalité, j'ai gagné au total 800 dollars, mais le 200 dollars va plus me toucher que le 1000 dollars que je viens de gagner. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est un biais comportemental ici. OK? Donc, autrement dit, les investisseurs qui font preuve d'aversion au risque préfèrent de loin éviter une perte ou un regret, le regret de ne pas en avoir acheté plus quand ça a baissé, d'accord, que de faire un gain ou de tenter quelque chose. D'accord? Donc, cela se traduit par des décisions de placement qui chercheront à éviter des pertes à tout prix, même lorsque les probabilités de faire un gain sont équivalentes. Donc, un exemple classique de cette réaction asymétrique survient lorsqu'un investisseur en quête de liquidité préfère ne pas vendre un titre affichant une perte, mais dispose plutôt d'un autre titre qui représente un gain, sans même analyser
le potentiel futur de chacun de ceux-ci. Et je te dirai à la fin comment est-ce que moi je réfléchis par rapport à la question que tu m'as posée à la base. OK? Par rapport, je vais te dire comment est-ce que moi je réfléchis, je j'étais dans ta situation. D'accord? Même pas, quand je suis dans ta situation, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui. OK? Donc, s'il n'était pas soumis à ce biais et agissait de manière rationnelle, l'investisseur découvrirait peut-être que le titre qui lui est préférable de vendre est plutôt celui dont la valeur est actuellement en deçà de son prix. D'accord? Donc, je peux avoir un titre sur lequel je gagne de l'argent actuellement et un titre sur lequel je perds de l'argent. Et si admettons que j'ai besoin d'argent, je vais avoir tendance à vendre celui sur lequel je gagne de l'argent. Tout simplement parce que celui sur lequel je perds de l'argent, je me dis que non, je n'ai pas envie de perdre cette somme-là. Il faut qu'on remonte à peu près, qu'on revienne à l'équilibre avant que je puisse réfléchir à m'en débarrasser. Alors que si on regarde bien, en termes de potentiel, c'est peut-être le titre qui est perdant en date d'aujourd'hui qu'on devrait plutôt vendre. D'accord? Parce que le titre qui est gagnant a plus de potentiel. D'accord? Les conséquences de l'aversion au risque et au regret sont multiples. Ce biais mène notamment les investisseurs à deux points. Maintenir certaines positions dans l'espoir que la situation se rétablisse, hein, dans l'espoir. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise parce que c'est pour ça que je dis, quand tu m'as dit je crois en l'entreprise, le terme croire ne m'intéresse pas beaucoup. Et ça me dit juste que, ok, j'aurais préféré je comprends ce que l'entreprise fait. D'accord? La croyance ici, il y a beaucoup de gens qui croient en opium. D'accord? Ce genre d'entité-là. Ou bien les entités qui ne gagnent pas d'argent. Ok, ils sont nombreux. La croyance, je crois. D'accord? Et vous allez remarquer que j'ai un problème avec le creux. Les Camerounais ont ce problème-là. Quand, par exemple, dit croix, trois, ce genre de choses-là. C'est pour ça que parfois, je ne m'attarde pas sur le T-R-O-I. Vous allez m'entendre faire des raccourcis généralement. Par exemple, le goudron, je dirais asphalte. Ce genre de choses-là. Bref, je vous ai donné un secret par rapport à moi. Donc, on continue. Donc, vendre par crainte que le gain ne s'érode. Donc, premièrement, le bien mène notamment à les investisseurs, notamment à maintenir certaines positions dans l'espoir que la situation se rétablisse. Vendre par crainte que les gains ne s'érodent. Ça vous arrive souvent, n'est-ce pas? Je suis en gain de 50%, je veux vendre rapidement parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre ce gain-là. Techniquement, je vous dirai également comment est-ce que moi je réfléchis par rapport à ce genre de choses-là. Être trop prudent dans leur choix d'investissement, entraînant une sous-performance à long terme et un échec de l'atteinte des objectifs. Parce qu'avant d'investir, on a des objectifs. Donc, vu qu'on ne veut pas perdre de l'argent, on est extrêmement prudent. Et en étant extrêmement prudent, on va acheter des entités ici qui techniquement sont surévaluées, mais nous donnent un sentiment ici de confort, tout simplement parce qu'il y a un dividende derrière et que c'est une entreprise qualitative, bon père de famille qui... Voilà, je comprenais ce que je veux dire. Donc, tout simplement parce qu'on se dit que ces entreprises-là, en y investissant, voilà, on met à peu près nos gains à l'abri. Ça peut également pousser les gens à investir uniquement dans des obligations parce qu'ils sont extrêmement prudents. Or, à la fin de la journée, à long terme ici, ça va se traduire par un échec total par rapport à l'atteinte des objectifs. Parce qu'avant d'investir, vous devez avoir des objectifs. C'est très important. Des objectifs fixés dans le temps également. Donc, il suffit juste pas de dire que je vais être millionnaire. Non. Je vais être millionnaire disons, dans 30 ans. D'accord? C'est bon. Maintenant, en date d'aujourd'hui, je dois mettre tout en place pour y arriver. Et comment est-ce que je vais y arriver? C'est là où on commence à définir la stratégie. OK? Adopter un comportement de troupeau, donc toujours l'aversion au risque et au regret pour nous pousser à adopter un comportement de troupeau, faire comme la majorité, à savoir faire comme la majorité et se limiter aux actions de société bien connues. Ça vous dit quelque chose? Je m'arrête là. Il ne faut pas que je blesse quelqu'un. Je continue à parler. L'excès de confiance, c'est le deuxième biais. Ce biais qui possède des caractéristiques à la fois émotionnelles et cognitives se présente à travers une tendance des individus à surévaluer leurs propres capacités intellectuelles. Ah, moi, ça m'arrive. Je vous dis déjà la vérité. Ça m'arrive. D'accord? Au point où je travaille beaucoup sur moi aujourd'hui pour voilà, accepter que j'ai eu tort. Parce que c'est normal. Il faut le reconnaître. Il faut accepter qu'on a eu tort. Parfois, on pense qu'on est trop intelligent ou quoi que ce soit. Non. Je sais une chose, c'est que voilà, comment on dit ça? Je travaille à être assez humble, à accepter que j'ai tort. Que je peux avoir tort également. OK? Faites attention. Donc, ça arrive à tout le monde à surestimer ses capacités intellectuelles. Ouais, voilà, on peut être moins intelligent que les autres. Il faut accepter. C'est pas un problème, c'est pas une tare. D'accord?
C'est pas une tare. Je connais des gens qui sont plus intelligents que moi. Quand je m'assois, je dis, ah ouais, quand même, hein, c'est pas un problème. Donc, on a également tendance à surestimer ses capacités intellectuelles. Bah, l'excès de confiance, ça existe. D'accord? Donc, ça touche tout le monde. Et moi, je peux vous dire que ça me touche. OK? Donc, cette confiance démesurée se traduit généralement par une propension des investisseurs à surévaluer la probabilité que leurs prédictions se matérialisent. Uh-huh. Ça vous dit quelque chose? On a fait dernièrement la vidéo sur Saint-Gobain. Et je vais vous dire que je me suis senti un tout petit peu comme ça, comme ça. Parce que quand je faisais la vidéo sur l'excès de confiance, d'accord, m'a aveuglé par rapport à une situation qui était devant moi. Et quand je suis revenu dessus, ok, quand même, il faut que tu reconnaisses que ici, tu étais un tout petit peu trop pessimiste, ok, sur la compagnie. Quoique si tu avais également lu les rapports financiers avant de faire la présente vidéo ici, tu aurais peut-être changé d'avis. Mais bon, techniquement, c'est pas grave de rester très prudent. On serait toujours le droit de changer d'avis. Ce qui est dangereux, c'est d'être trop optimiste et se rendre compte qu'on avait extrêmement tort. D'accord? Si on peut le dire comme ça. Donc il faut faire très attention. L'excès de confiance est très dangereux et vous devez le reconnaître. Par exemple, quand on parle d'Intel, vous savez que je suis actionnaire d'Intel, je sais pertinemment que il y a également des risques que je me trompe largement. C'est pour ça que je m'entraîne, même pas. C'est pour ça que ce qui m'intéresse sur Intel, ce sont les mauvaises nouvelles. Par rapport à ces mauvaises nouvelles, je les compare par rapport aux éléments positifs que j'ai sur la compagnie et j'essaye de peser le pour et le contre. Point barre. D'accord? C'est important. Donc, parfois également, quand vous avez une entreprise ici en portefeuille, vous pensez tellement que c'est la meilleure entreprise ici, que voilà, personne ne devrait jamais la critiquer. Parce que je sais ici, si on critique Air Liquide ou bien LVMH, il y a des gens qui vont sortir, ils peuvent vous lyncher directement. Directement. Ils ne veulent même pas réfléchir par rapport à ça. D'accord? Donc, je ne pense pas que ce soit ce biais-là, mais voilà, ça peut également faire partie de cet excès de confiance-là. Donc, ainsi, ces derniers sous-estiment les risques et surestiment les rendements espérés. Quand on a un excès de confiance, on sous-estime les risques et on surestime les rendements espérés. Ok? Donc cette situation peut mener à un portefeuille qui est mal diversifié et dont le risque de perte peut être considérable. Ok? Donc c'est comme généralement ici quand on parle de DCA. Beaucoup de gens, quand on parle de DCA, ça les énerve. Mais je dis souvent que si vous faites du DCA à l'aveugle, vous sous-estimez les risques et vous surestimez le rendement espéré. En vous basant, ou en vous, entre parenthèses, en vous masturbant l'esprit avec des performances passées. Hein? Faites attention. Faites attention. Donc moi j'aime toujours dire ici, les amis, pesez toujours le pour et le contre. Quand vous prenez une décision d'investissement, elle doit être mûrement réfléchie. Vous devez également accepter que vous pouvez vous tromper dans cette décision-là, en prenant cette décision-là. Et c'est normal, c'est pas plus grave. OK? Mais il faut prendre en considération que ça peut arriver. Donc quand je vous encourage vivement ici à questionner le DCA, et je n'ai pas de problème avec le DCA, hein. Je n'ai pas le problème. Bon, pour moi, je considère le DCA comme étant voilà, le fait de vous permettre ici d'investir une certaine somme mensuellement chaque mois, enfin, une certaine somme ici de manière ici automatique. Et quand je dis investir uniquement sur des entités qui sont sous-évaluées ou à la limite correctement évaluées, mais pas à n'importe quel prix, en vous basant sur des éléments qui, à première vue, ne sont vraiment pas importants, techniquement. OK? Donc, c'est pour ça que je l'ai souvent appelé ici le DVA. OK? So, on continue. Après ceci, on a quoi? Le biais d'ancrage. Cette forme d'erreur cognitive consiste à se fier à une valeur de référence pour faire des estimations, des jugements et prendre des décisions. La nature humaine étant ce qu'elle est, lorsqu'il est nécessaire d'estimer une valeur inconnue, les gens tendent à s'appuyer sur une valeur initiale, c'est-à-dire un point d'ancrage qu'ils ajustent par la suite vers le haut ou vers le bas. Cette erreur, par exemple, de l'information s'exprime de diverses façons. Par exemple, en jouant à pile ou face, si les 4 premiers jets tombent à pile, on sera tenté de choisir face pour le prochain tour. Pourtant, les jets précédents, le point d'ancrage, entre parenthèses, n'ont aucun impact sur le résultat du 5e jet. Les probabilités demeurent de 50-50. Dans l'univers du placement, le biais d'ancrage typique est de se fier à la performance passée afin de se faire une idée de ce que la performance, de ce que sera la performance future. Je répète, il faut qu'on comprenne.
le biais d'ancrage dans l'univers du placement, d'accord, typique est de se fier à la performance passée afin de se faire une idée de ce que sera la performance future. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a eu du succès dans le passé qu'elle en aura forcément dans le futur. C'est la raison pour laquelle il faut lire les rapports financiers. Parce qu'on aimerait identifier, d'accord, le moment où il serait intelligent de questionner notre investissement au sein d'une entité. Parce que n'oubliez pas que les entreprises sont appelées à mourir également si elles sont mal gérées. Et il ne faut pas sous-entendre qu'une entreprise qui était qualitative hier le sera demain. Ok? Il y a énormément d'exemples ici. Regardez General Electric. Regardez Intel aujourd'hui, que tout le monde est en train tout le monde crache sur Intel aujourd'hui. Regardez Facebook, tout le monde crache sur Facebook aujourd'hui. Faites attention, il faut absolument vous poser la question de savoir à chaque fois, l'entreprise dans laquelle je suis investi en date d'aujourd'hui, est-ce que les fondamentaux sont corrects? Et les fondamentaux ne sont pas que quantitatifs, ils sont également qualitatifs. Faites très attention. Donc les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Donc, je ne vais pas revenir sur l'exemple ici du DCA ou bien de la stratégie basée sur les dividendes, etc. Non. Par exemple, vous vous souvenez, quand on parle avec, avec Bertrand de la chaîne Revenus et Dividendes, on sait une chose, c'est que le rendement, votre rendement sur coût sera élevé, votre rendement de dividende sera élevé si votre prix est intéressant. Et encore plus si l'entreprise dans laquelle vous investissez ici à long terme a des fondamentaux qualitatifs intéressants. OK? Ne l'oubliez pas. C'est comme par exemple quand je parlais ici d'Intel, le fait qu'Intel devrait couper son dividende. Même si Intel a les moyens de payer ce dividende-là. Certains m'ont dit, oh, mais non, si elle coupe les dividendes ici, voilà, elle ne va plus intéresser les actionnaires, mais on s'en fout des actionnaires. On parle de l'entreprise là. D'accord? Je dis une chose, actuellement, un actionnaire ne rapporte rien à Intel, à part la liquidité. Tout simplement parce que Intel a déjà vendu ses actions sur le marché il y a très longtemps. D'accord? Le marché action maintenant sert peut-être à Intel si elle veut se financer ou etc. D'accord? C'est tout. Ou bien si elle veut utiliser ses actions ici comme monnaie. La dernière fois qu'elle a fait, c'était quand? Posez-vous les bonnes questions. Donc ici, le dividende, ou bien ce n'est qu'une allocation du capital, ou bien le rachat d'actions. Ce sont des choses que vous devez voir. Une entreprise qui verse un dividende depuis 400 ans, tôt ou tard, elle peut ne plus le faire. Et ça sera une bonne décision. Intel, c'est une bonne décision. VF Corporation également, c'est une bonne décision. Heinz Brand, c'est également une bonne décision. OK? Donc faites attention. On continue ici. Donc, on dit ici que, autrement dit, l'usage d'un point de référence souvent récent aura préséance sur d'autres informations factuelles et influencera de façon négative ou insoupçonnée nos décisions d'investissement, comme le fait d'investir sur des entreprises qui ont augmenté sur les dernières années ici en se disant que ça va continuer. Surtout les entreprises cycliques. OK? So, quatrième point, la comptabilité mentale. Un autre type d'erreur cognitive répandue consiste à attribuer une valeur différente à l'argent en fonction de sa provenance ou de la façon de la dépenser. De la dépenser? L'argent? La dépenser? Le dépenser? C'est bizarre. Je pense qu'on devrait dire le dépenser, non? Et la façon de le dépenser? Ok, en tout cas, dites-moi. Moi, je pense que je dirais plutôt je ne sais pas. Bref. L'ensemble le plus courant est l'usage que feraient les gens d'un héritage par rapport aux autres formes d'entrée de fonds. Moi, par exemple, si vous me donnez de l'argent ici, si ça ne sort pas de ma poche, j'aurais tendance à le gaspiller. Tranquille. D'accord? Tout simplement parce que je n'ai fait aucun effort pour l'avoir. D'accord? Si tu viens, tu me dis, oh Thierry, je t'aime bien, voilà 100 dollars. Avec ton 100 dollars directement, si je voulais, peut-être que je vais m'acheter des paires de chaussettes à 100 dollars. Je fais un exemple, hein. Tout bête. Parce que normalement, je ne vais pas m'asseoir pour acheter des paires de chaussettes à 100 dollars. Mais vu que je sais que ce 100 dollars-là, j'ai rien fait pour l'avoir, ça m'est tombé entre parenthèses du ciel, bah, techniquement, je vais le dépenser sans prendre, voilà, sans prudence, hein. Open bar. OK? Donc, l'exemple le plus courant est l'usage que feraient les gens d'un héritage par rapport aux autres formes d'entrée de fonds. Presque toujours, compte tenu du caractère inattendu de cette entrée d'argent, la réaction sera d'y aller d'au moins une dépense frivole ou d'une prise de risque indue. Ah oui, ça je me reconnais dedans.
Ok? Dites-moi également si ça vous parle. Il est pourtant normal, lorsque l'on monte son budget, de regrouper nos dépenses par thématique, comme la maison, la nourriture, les enfants, les vacances, afin d'y voir plus clair. Cette approche à 100 concrédit, cette approche à 100 concrédit ses mérites. Donc, on t'a dit que donc, techniquement, cette approche-là a ses mérites, d'accord? Mais en matière de gestion de portefeuille, il est important de ne pas perdre de vue l'objectif global et d'appliquer une stratégie qui est holistique plutôt que d'assigner des rôles spécifiques aux investissements. L'argent reste de l'argent, peu importe sa source ou l'usage que l'on doit en faire, hein? L'argent issu des dividendes reste de l'argent. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que pas parce que ça vient de dividendes qu'on va le gaspiller comme ça. Parce que ça, non, non, non. Ça reste de l'argent. OK? Peu importe sa source. Faute d'aborder leur avoir tel un ensemble, les investisseurs qui compartimentent leurs actifs perdent de vue l'interaction qui existe entre ceux-ci et se retrouvent parfois avec un portefeuille qui n'est pas bien diversifié. Cinquième élément, l'effet de dotation. Ce biais émotionnel se manifeste lorsque les gens attribuent une valeur plus élevée à un actif lorsqu'ils le détiennent que lorsqu'ils ne le possèdent pas. D'accord? Donc c'est quand vous détenez un actif que vous avez, que pour vous, il a de la valeur, il a une valeur bien plus élevée que quand vous ne le possédiez pas. D'accord? Donc ce comportement va à l'encontre de la théorie économique qui stipule que le prix qu'une personne est prête à payer pour un bien doit correspondre au prix auquel elle est prête à s'en départir. Je répète, le prix qu'une personne est prête à payer pour un bien doit correspondre au prix auquel elle est prête à s'en départir. Donc, les recherches en psychologie démontrent que les gens ont une tendance à fixer un prix de vente plus élevé pour les biens qu'ils possèdent qu'ils ne le paieraient pour les acquérir. Ah oui, d'accord? Donc, quand vous possédez ce bien-là, il a bien plus de valeur pour vous que quand vous ne le possédiez pas du tout. D'accord? Donc, s'il fallait le revendre ici, vous allez décider de le vendre à un prix bien plus élevé que ça. Autrement dit, parce qu'on détient un actif, on lui confère une plus-value. D'accord? Selon les études, ce travers serait une conséquence d'autres biais comme l'ancrage et l'aversion aux pertes et aux regrets. Donc, au sein d'un portefeuille, ce type de comportement se manifeste notamment lorsqu'un analyste assigne une perspective attrayante de rendement à un titre qu'il détient déjà. Ça vous parle? Moi, quand je détiens une entreprise, je, je sais que je serai très mon, psychologiquement, j'aurais tendance à être très optimiste sur ce titre-là. Donc, j'aurais tendance à avoir, quand vous allez m'entendre parler, vous allez voir que le son de ma voix va changer. Je parle avec émotion, parce que j'ai l'impression de parler avec conviction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez voir mes vidéos sur Intel, sur Amerisus Bergen, sur Cardinal Hill, etc. Vous entendez, je parle avec conviction. Ou bien sur Warner Bros. Discovery, ou bien ce genre d'entreprise-là. Je parle avec conviction. OK? So, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. On aimerait que la valeur soit bien plus élevée que ça. Mais il faut pas oublier qu'il y a des risques également derrière. D'accord? Tout en étant réticent à en majorer l'allocation, soit à en augmenter le poids dans son portefeuille. Donc, un analyste assigne une perspective attrayante de rendement à un titre qu'il détient déjà, tout en étant réticent à en majorer l'allocation, soit à en augmenter le poids dans son portefeuille. Donc, ce biais, dont on a dit que le biais de dotation, ce biais peut mener à une incapacité à vendre des titres et à les remplacer par d'autres ayant une meilleure perspective. Donc, parfois, il est nécessaire de vendre un titre. D'accord? Mais tellement vous aimez cette entreprise, tellement vous dites que non, ça peut valoir plus parce que je la possède, voilà, vous avez tendance à ne pas prendre une bonne décision. Mais c'est difficile à faire. C'est vraiment difficile à faire. Donc, une répartition d'actifs, donc ça peut également mener à une répartition d'actifs qui ne correspond pas à la tolérance aux risques ou aux objectifs financiers. Donc, maintenant, comment surmonter les biais comportementaux financiers? Il n'existe malheureusement pas de recette miracle pour nous immuniser complètement face aux comportements humains qui viennent affecter négativement nos décisions en matière de placement. Même les investisseurs professionnels peuvent à l'occasion en être victimes. La bonne nouvelle est que si vous connaissez ces biais, vous êtes déjà en bien meilleure position que vous ne l'étiez.
vous êtes désormais conscientisé face au phénomène et aurez possiblement le réflexe d'y remédier. Au-delà de cela, il existe bien sûr de grandes règles que vous pouvez périodiquement vous remémorer afin de vous aider. Premièrement, basez vos décisions sur une analyse fondamentale, approfondie, reposant sur l'information à jour. Basez vos décisions sur une analyse fondamentale, approfondie, reposant sur de l'information à jour. Ça veut dire que vous devez lire vos rapports financiers. Si vous avez des entreprises en portefeuille et que vous ne lisez pas vos rapports financiers, allez acheter un ETF. S'il vous plaît. Gagnez du temps. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de... C'est interdit de pleurer. D'accord? Allez acheter un ETF. Rapidement. D'accord? So, évitez les tendances, les rumeurs et les trucs à la mode. Donc vous comprenez souvent ici que voilà, c'est comme... J'ai eu un commentaire concernant Neoen ici, comme quoi, oh, je suis trop pessimiste sur Neoen, etc. Moi, j'ai répondu que je ne suis pas pessimiste. Non, que je n'aime, que la personne m'a dit que ça se voit que je n'aime pas Neoen, genre en termes d'amour. J'ai dit non, ce n'est pas une question d'amour, en fait. L'entreprise n'est pas intéressante tout simplement parce qu'elle ne gagne pas d'argent. Parce que ce qui m'intéresse, c'est avant tout protéger mon capital. Le business model est bon. Ah non, le business model, il est bon. En termes d'EBITDA, on a de l'argent. Mais cette entreprise, s'il ne gagne pas d'argent, donc ça veut dire qu'on va me diluer, on va augmenter la dette. Ce qui aura une influence sur la valeur de la compagnie. J'ai fait une vidéo dernièrement ici pour vous dire que, où je vous disais que la valeur d'une entreprise, la dette influence la valeur d'une entreprise. D'accord? Celle-ci. Ok, donc il faut faire attention. Moi, je n'ai pas de problème avec Neoen. Ah non. Mais je sais également que c'est une entité qui ne gagne pas d'argent. Et je sais également comment il faut l'évaluer de manière alternative. Elle pourrait gagner de l'argent à long terme, surtout qu'elle a des marges EBITDA très élevées. OK? Mais elle est très endettée. Et elle ne peut même pas rembourser cette dette-là actuellement parce qu'elle n'a pas de free cash flow. OK? Donc, ce n'est pas une affaire d'amour. Donc, on continue ici. Où est-ce que cet article-là? OK, donc, on disait c'est que prenez temps. OK. Donc, évitez les tendances, les rumeurs et les trucs à la mode. Donc, quand on vous dit le next big thing, ce genre de choses-là, énergie verte, énergie renouvelable, ce genre de choses-là. Donc, faites attention aux rumeurs. Faites attention ici. Donc, quand on vous dit que non, il paraît que euh, voilà, il paraît ils ont gagné un contrat, machin. Il paraît qu'elle va faire une acquisition ici. C'est comme un commentaire où je voyais quelqu'un m'a mentionné le fait que j'ai oublié de prendre en considération le fait que Euronext allait faire l'acquisition de Allfund. Bah, je lui ai dit que techniquement, oui, on a entendu des rumeurs qui ont été confirmées par Euronext, mais il n'y a pas de confirmation d'achat. Et quelques jours après, boum, annulé. Elle a retiré son offre. OK? Donc, ce n'est pas un élément que je vais prendre en considération. Ça reste une rumeur. Quand on va dire que, oh, il paraît que quelqu'un va acheter le segment Evidian à 5 milliards, ça reste une rumeur. Tant qu'on n'a pas d'offre ferme sur la table, ça ne veut rien dire. Tant qu'on n'a pas d'offre ferme acceptée sur la table, ça ne veut rien dire du tout. Je prends tout l'exemple ici de Spirit Airlines. Il y a une offre ferme sur la table. L'entreprise, en termes de valorisation ici, il y a une entreprise qui veut racheter cette compagnie ici à 30 dollars l'action. L'offre est ferme. OK? Mais le prix, on est actuellement à combien? 18 dollars. 18 dollars l'action. C'est posé là. C'est encore là aujourd'hui. Ça gagne de l'argent. Et je ne fais que parler de cette entreprise. D'accord? Allez lire vos rapports financiers. OK? Mais ça ne veut pas... Si le deal ne se fait pas, vous pensez que c'est la fin de cette entreprise-ci? Non, pas du tout. Elle fait partie des entreprises aux États-Unis qui vont gagner de l'argent à long terme sur le segment ici du transport aérien. C'est du ultra low cost. À la fin, quand vous achetez vos billets d'avion ici, voilà, vous sélectionnez vos billets d'avion par rapport au prix. OK? À la fin de la journée, elle aura tendance à gagner de l'argent. Oui, la période passée ici, elle a investi massivement dans son infrastructure. Les avions, ça coûte cher. OK? Donc, maintenant, la période actuelle vous force à être rentable. OK? Donc, on sort de la pandémie et vous avez vu la consommation ici, au niveau des voyages ici, il y a plutôt une augmentation à ce niveau-là. OK? Donc, faites attention. Mais voilà une entreprise ici, vous connaissez le prix, mais personne... Ce n'est plus une rumeur, c'était juste pour faire l'analogie entre Euronext et Allfund. D'accord?
Le fond d'ici, techniquement, le deal n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, ça ne sert à rien de l'inclure dans le raisonnement ici. OK? Donc, je ne suis pas en train de critiquer le commentaire ou quoi que ce soit. Je donne juste ma réponse comme ça. OK? Donc, moi, j'aime bien même ça. J'aime ça. D'accord? Parce qu'on est là pour discuter. Ici, c'est open bar. On discute. Parce qu'on est là tous pour apprendre. Moi comme vous. OK? So, prenez le temps de bien comprendre les informations qui concrétisent votre thèse initiale. Et je vous le dis tous les jours. Quand je suis trop optimiste sur une entreprise, hein, j'ai tendance à écouter uniquement les arguments qui vont dans le sens contraire. Parce que je sais une chose, j'aurais tendance à tomber amoureux des bonnes nouvelles. Je veux les mauvaises nouvelles. Donc, s'il y a des short-sellers sur le dossier, je vais aller chercher qu'est-ce qu'ils disent dessus. Parce qu'il y a peut-être un élément que moi, je n'ai pas vu. Je ne suis pas quand même le plus intelligent du monde. Je vous rappelle toujours qu'on n'est pas très... Nous ne sommes pas des robots. D'accord? Bon, encore que vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour gagner énorme, pour avoir du succès avec vos placements. OK? Il suffit juste d'avoir une méthode ici bien définie. D'accord? Et être discipliné dans vos recherches. Investissez dans la qualité. D'accord? Investissez dans la qualité, faites vos recherches. OK? Donc, prenez le temps de bien comprendre les informations qui contredisent vos thèses initiales. Détachez-vous du court terme et de l'émotivité en évitant de suivre quotidiennement l'évolution de votre portefeuille. Si vous me posez la question aujourd'hui, à quoi ressemble mon portefeuille, je ne me rappelle même pas. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas du tout. Peut-être quand je vais rajouter des fonds, je ne me rappelle pas du tout. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse, parfois, je peux savoir quelles sont les entreprises sur lesquelles je devrais lire mes rapports financiers présentement. Mais en termes de combien est-ce que ça vaut aujourd'hui par rapport à hier, je ne sais pas. OK? So, conservez une stratégie axée sur l'objectif qui englobe l'ensemble des activités et adopte une perspective à long terme. Conservez une stratégie axée sur l'objectif qui englobe l'ensemble des actifs et adopte une perspective à long terme. Je ne le dis pas souvent ici, hein, mais sur cette chaîne, on parle beaucoup d'investissement. On a commencé par la fin. Parce que le début, je dis bien le début, c'est se fixer des objectifs. Parler de finances personnelles. C'est ça la première chose. Donc, vous devez connaître vos objectifs financiers. À partir de ces objectifs financiers-là, commencez à allouer votre capital ici le capital ici, votre capital ici issu de votre épargne, d'accord, après avoir déjà mis de côté votre épargne de sécurité, d'accord, votre capital d'investissement ici doit être alloué dépendamment de vos objectifs financiers à long terme. Quelqu'un qui aimerait acheter une maison dans 5 ans ne peut pas investir comme quelqu'un qui a déjà acheté une maison en date d'aujourd'hui et qui n'a pas l'intention de le faire. D'accord? C'est très important. Donc, vous devez également rembourser vos dettes, priorité, avant même de commencer à investir. Si vous investissez en bourse pour faire de l'argent et être libre financièrement ou bien être indépendant financièrement, déjà, ça veut dire que vous êtes déjà enchaîné dans vos têtes. Parce que la liberté, vous l'avez déjà, techniquement. OK? Donc, faites attention, personne ne vous attache. D'accord? Donc, faites attention à ça. So, les termes souvent comme liberté financière, voilà, ça me dérange même souvent, ce genre de choses-là. Parce que techniquement, vous êtes déjà... Quand je dis... Si liberté financière, ça veut dire ne pas avoir à travailler pour générer du revenu ici, c'est correct. Mais techniquement, ça demande un certain travail, même pour générer du revenu, entre parenthèses, passif. Parce qu'aucun revenu n'est passif, qu'on se dise la vérité. Si vous pensez que c'est en investissant ici, en vous versant un dividende, que vous aurez des revenus passifs, ce n'est pas un revenu passif, c'est du travail. Lire les rapports financiers, c'est du travail. C'est du travail. D'accord? So, voilà à peu près les différents éléments que vous pouvez prendre en considération ici pour éviter à peu près ce genre de biais-là. D'accord? Donc, basez vos décisions sur une analyse fondamentale approfondie en reposant sur l'information à jour. Donc, pour revenir ici sur l'exemple, la question qui m'a été posée au début, je vais dire ceci. Écoute, la façon dont je vois les choses. Actuellement, tu as du moins 8% sur Amazon, du 6%. Ça ne te dérange pas de rajouter. Parce que tu crois en l'entreprise, tu comprends l'entreprise, d'accord? Tu sais également qu'il y a des risques à court terme ici. Tu sais également que Amazon n'a pas ses marges. Les marges actuelles d'Amazon ne sont pas à leur niveau optimal. Parce que tout simplement, Amazon reste une compagnie de croissance. Okay? Google également a ses propres soucis de son côté. Il y aura un certain ralentissement au niveau de la publicité ici parce qu'elle dépend énormément de la publicité. Mais Google, ChatGPT, tout le reste, tout ça, bof, c'est du bavardage. Okay? Elle a les moyens nécessaires de pouvoir s'en sortir ici.
Ok, donc il est plus facile pour toi de rajouter à cette position-là. Mais quand tu as du 18% sur Air Liquide, tu as tendance à moins ajouter. Et moi, je suis même d'accord que sur Air Liquide ici, voilà comment je pense. Pense en termes de rendement. Je te prends un exemple. Si tu achètes du Amazon, et tu sais comment on parle en termes de rendement ici par rapport à nos coûts d'acquisition, quand on prend en considération les bénéfices nets. Je vais juste te prendre l'exemple ici de Air Liquide. D'accord? Air Liquide. Euh, Ça s'appelle l'air liquide ici. Voilà. Air Liquide. Air Liquide en date d'aujourd'hui, si je l'achète au prix actuel, ok, ça me demande à peu près, je vais déjà comparer les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Donc net income, free cash flow. Donc ce que je vais juste voir ici si on parle le même langage, histoire de voir qu'est-ce que je vais prendre entre les deux. Donc je mets ça là. Ok, net income. D'accord? Donc en date d'aujourd'hui, par rapport au net income futur, c'est une entreprise ici qui peut m'offrir un rendement d'à peu près. Donc, quand je fais 100 divisé par 23,4, c'est un rendement de combien? 4,27%. Donc, on est déjà à un niveau assez élevé. Je sais également que c'est une entreprise qui a tendance à croire ici, d'accord? Si le management est toujours confiant par rapport à la croissance future, d'accord? Donc, on s'attend peut-être à un 4 milliards de bénéfices nets ici d'ici 2026. 4 milliards de bénéfices nets ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est peut-être de 68,52. Ça donne ici un rendement de 5%. Donc, on a un niveau déjà assez élevé ici sur Air Liquide. Tout dépend maintenant de ta stratégie. Est-ce que tu as acheté Air Liquide à un prix assez intéressant au point où ton rendement sur coût d'acquisition est peut-être bien plus élevé que ça? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Donc, peut-être sur Air Liquide, ici, c'est peut-être normal de ne pas rajouter. Mais admettons par exemple que tu es sur Meta et que tu as acheté Meta, parce que ça peut se. Que tu as acheté du Meta ici à. Disons, tu l'as acheté au plus bas, à 103 dollars. À 185 dollars, ici, tu vas te poser la question, est-ce que, disons même que tu l'as même acheté à moins de 100 dollars, disons à 100 dollars. À 195 dollars, ici, tu as déjà fait 95% en supplément, et tu te poses la question, est-ce que je devrais rajouter? Pose-toi la question à savoir. Nous avons du Meta ici, une entreprise qui a la capacité de générer 40 milliards de free cash flow. D'accord? Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, nous avons un rendement de combien? Nous avons un rendement de 8%. Est-ce que tu penses que 8% c'est beaucoup ou c'est trop peu? Moi, je pense que c'est beaucoup. D'accord? Donc, je pourrais me dire que tant qu'on n'atteint pas un rendement ici de 6%, je continue à ajouter. Donc, ce qui veut dire que par rapport au prix actuel, quand je prends 8 divisé par 6, d'accord, je vais attendre que le prix arrive aux alentours, sans prendre en considération la dette bien sûr, qu'on arrive aux alentours de 247 dollars l'action avant d'arrêter de rajouter à ma position. Ok? Tant que les fondamentaux restent solides, parce que ça sont des éléments quantitatifs. Ok? Mais si les fondamentaux se détériorent, ça serait intéressant de commencer à bazarder mes actions. Donc, ce qui t'arrive, c'est complètement normal. Je vais te dire une chose, pense en termes de rendement, ça sera plus facile pour toi de voir les choses. Ok? Donc, pense en termes de rendement. Je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse te donner ici. Donc, quand moi, si j'achète une entreprise ici aujourd'hui à un rendement de 10% et que demain matin, le prix augmente et que je me rends compte que le rendement est de 8%, je continue à ajouter à ma position. Si je continue à ajouter à ma position et que je me rends compte que finalement, ok, le rendement est déjà aux alentours de 5 à 6%, dépendamment de l'entreprise. Hein. Faites attention. On ne le fait pas, on le fait pas sur toutes les industries. Je répète bien, dépendamment de l'entreprise, dépendamment du secteur. Et ne vous inquiétez pas, on aura tendance à faire une vidéo ici par secteur d'activité parce que je pense que il ne faut pas regarder les entreprises. Les entreprises ne se ressemblent pas dépendamment des secteurs d'activité. Une entreprise dans le secteur industriel ne s'analyse pas comme une entreprise dans le secteur financier ici ou une entreprise dans le consumer staple. Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte différemment ici. OK? Sauf faites attention. Très souvent, quand on parle ici d'évaluation, on oublie très souvent ce côté-là. Et moi, j'inclus généralement ce côté-là parce que voilà, j'ai eu l'habitude de lire sur ces différents segments d'activité-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare quelque chose dans les mois à venir. Bref, pense en termes de rendement. Dis-toi que si j'ai acheté cette compagnie-ci par rapport à mon rendement sur coût d'acquisition et qu'aujourd'hui, le prix a augmenté et que le rendement sur coût d'acquisition, bien qu'il ait diminué par rapport à mon prix de départ, si ce rendement sur coût d'acquisition est toujours assez intéressant pour moi, je rajoute à ma position. OK? Je pense que si tu réfléchis en termes de rendement, ça va peut-être changer ton idée. Dis-moi en commentaire si ça marche pour toi, mais en tout cas pour moi, ça marche. D'accord? Pour moi, ça fonctionne. D'accord? So, ça sera tout pour aujourd'hui. La vidéo a été assez longue. J'ai essayé de rentrer dans les détails. C'est pas tout comme biais comportemental ici. Ok? Retenez que l'investisseur est son propre ennemi. Avant tout. Avant même que les marchés augmentent. Non. Nous sommes nos propres ennemis.
D'accord? Donc, il faut se connaître avant de commencer à investir. Par exemple, quelqu'un qui panique énormément ne doit pas acheter des actions. Quelqu'un qui n'a pas le cœur bien accroché ne doit pas acheter des actions. Quelqu'un qui ne fait pas ses devoirs ne doit pas acheter ses actions. Ne doit pas acheter des actions. OK? Donc, faites attention. Il faut d'abord vous connaître comme en tant qu'investisseur. D'accord? Donc, pour la question que tu m'as posée tantôt, c'est une excellente question. Et laisse-moi te dire que c'est une situation qui nous arrive tous jusqu'à aujourd'hui. OK? Voilà à peu près comment je fais, je pense, en termes de rendement sur coût d'acquisition. Et quand je dis ça ne parle pas de dividendes, je pense que je l'ai assez expliqué ici. Donc, pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, Top Premium ou la Top Newsletter dans la description de la vidéo. Donc, Top Premium, vous savez ce que je propose dessus. C'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne ici. Et par rapport à ce que je propose ici, vous comprenez que voilà, ça ne vaut pas ce prix-là. On va le dire comme ça. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, j'espère que je vous ai aidé au maximum. Merci.